Bonsoir à tous. Le Monde aujourd'hui, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal. On commence tout de suite par les titres. La Grande-Bretagne pleure sa reine. Élisabeth II a passé l'arme à gauche ce jeudi. Elle avait 96 ans. Placée parmi les chefs d'État les plus respectés au monde, elle a occupé le trône pendant 70 ans. Après plus d'1 an de détention, Mohamed Ould Abdelaziz respire un air de liberté. L'ex-président mauritanien avait été inculpé en 2021 pour des faits présumés de corruption. Son dossier n'est pour autant pas clos, assure un magistrat. Visite surprise d'Anthony Blinken en Ukraine. Le secrétaire d'État américain annonce une aide militaire de 2,7 milliards pour Kiev et d'autres pays de la région, alors que sur le terrain, la guerre s'intensifie. Les progrès en matière de santé, d'éducation et de niveau de vie dans le monde ont reculé de 5 ans. C'est ce que souligne un rapport de l'ONU rendu public ce jeudi. On en parle dans la chronique santé avec Mohamedou Mfa en seconde partie du journal. Le ciel s'est assombri ce soir en Grande-Bretagne et le monde entier réagit à la nouvelle de la mort de la reine Élisabeth II, décédée aujourd'hui à l'âge de 96 ans dans sa résidence en Écosse. Elle était la monarque la plus ancienne du monde et a célébré cette année ses 70 ans de règne. Henry Ridgwell revient sur la vie de l'un des chefs d'État, on le disait en titre, les plus respectés au monde. C'est un récit de Gaby Dorsil. Elle était le seul monarque que beaucoup de Britanniques vivants aujourd'hui aient jamais connu. Un symbole de sa nation, de son empire et de son Commonwealth. Elle personnifiait la force et le caractère britannique bien avant même de savoir qu'elle serait reine. Je déclare devant vous tous que toute ma vie, qu'elle soit longue ou courte, sera consacrée à votre service et au service de notre grande famille impériale, à laquelle nous appartenons tous. À 25 ans, Élisabeth accéda au trône après la mort de son père George VI, près de 5 ans après son mariage avec le prince Philippe, d'origine grecque. Elle a vu une transformation profonde de la société et de la technologie au cours de son règne de plus de 7 décennies, une période au cours de laquelle elle a mis en garde contre les dangers de rejeter des idéaux qui transcendent le temps tout en profitant des avantages des nouvelles inventions. Elle a envoyé son premier tweet en 2014. Il y a peu de records qu'elle n'a pas battus. Elle a été le monarque qui a régné le plus longtemps au monde. En tant que chef du Commonwealth, la reine a des liens avec le passé, parfois un passé difficile à vivre parce que l'on pense à l'Empire, on pense à l'exploitation coloniale par exemple. Mais en ce qui concerne la reine, vous pensez à son dévouement à l'organisation. La reine Élisabeth a représenté la Grande-Bretagne dans des amitiés avec ceux qui partageaient les valeurs britanniques de liberté, d'égalité et de démocratie. Avec dignité, elle a fait face à ceux qui ne l'ont pas fait. Être vue avec elle était un moyen d'acquérir une apparence de prestige. La reine n'était pas à l'abri des critiques dans son propre pays. La gauche la ciblait comme le symbole d'une institution déplacée dans un monde postmoderne, néolibéral et démocratique, et un fardeau pour le contribuable britannique. La mort de la populaire princesse Diana a été exploitée par ses détracteurs qui l'ont accusée d'avoir été froidement lente à réagir. Ce que je vous dis maintenant, en tant que votre reine et en tant que grand-mère, je le dis du fond du cœur. Tout d'abord, je veux rendre hommage à Diana moi-même. C'était un être humain exceptionnel et doué. Le mariage de son petit-fils, le prince William, avec Kate Middleton, a apporté un air juvénile à l'ancienne institution. Lorsque le prince Harry a épousé l'actrice américaine Meghan Markle, Élisabeth était à la tête d'une famille qui semblait évoluer avec son temps, populaire
diversifiée et mondiale. Mais il y avait des moments douloureux à venir. Son deuxième fils, le prince Andrew, a fait l'objet d'une enquête pour lien avec un délinquant sexuel condamné. Harry et Meghan se sont brouillés avec la famille royale sur fond d'accusations de racisme. Le décès du mari d'Élisabeth, le prince Philippe, en 2021, a laissé une image durable, une reine en deuil seule, alors que la pandémie de coronavirus balayait son pays. En ce mois de septembre, elle a nommé le 5e chef de gouvernement de son règne, son dernier grand engagement public. La reine Élisabeth reste un géant dans l'histoire de l'une des grandes nations de la planète, un pont entre le passé colonial de la Grande-Bretagne et son avenir en tant qu'acteur clé dans un monde très différent de celui dans lequel elle est née. Et nous reviendrons beaucoup plus en détail sur ce décès dans nos prochaines éditions. Autre sujet d'actualité ce soir, l'ex-président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz a bénéficié ce jeudi d'une levée de son contrôle judiciaire, une nouvelle bien accueillie par ses partisans. De Nouakchott, la correspondance de Mohamed Diop. Après un an de contrôle judiciaire et d'incarcération, l'ex-président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz retrouve sa liberté. Dans son entourage, on se réjouit de la nouvelle. Mohamed Ould Djibril, un proche collaborateur et ancien ministre de l'ex-président. Aujourd'hui, les partisans du président Mohamed Ould Abdelaziz se réjouissent de cette décision. Toutefois, notre volonté, c'est de permettre au président vraiment d'avoir une liberté totale, lui permettant de faire exercer toutes ses libertés, et en particulier la liberté d'exercer la politique dans son pays. Donc il faudra que les partis politiques soient autorisés, mais aussi nous demandons à ce que les partis existants qu'ils puissent donc exercer la politique en toute liberté. Mohamed Ould Abdelaziz est poursuivi pour détournement de deniers publics durant son règne de 2009 à 2019. Ses avocats plaident pour que son immunité en tant qu'ex-président soit prise en compte. Non seulement il bénéficie d'une immunité constitutionnelle, mais il bénéficie également d'une immunité de juridiction. Ça veut dire que même s'il doit être jugé pour ce genre de délit ou de crime, selon la position que l'on a, il doit l'être devant une juridiction spéciale, composée au niveau de l'Assemblée nationale par des membres qui sont désignés dans des conditions qui sont précises, qui sont déterminées par la Constitution. Il ne doit donc pas du tout relevé d'une juridiction de droit commun. Mohamed Ould Abdelaziz n'est pas le seul dans ce dossier. Il y a aussi des membres de sa famille et certains de ses ex-collaborateurs, dont des anciens ministres et ex-directeurs de sociétés nationales. Mohamed Diop pour VO Afrique, Nouakchott. Et puis un mot pour parler du Kenya et signaler que la première séance du Sénat après les élections générales d'août et la confirmation par la Cour suprême de l'élection de William Ruto à la présidence du pays a eu lieu ce jeudi. William Ruto, qui s'est fait le porte-étendard des débrouillards du petit peuple, a prôné une économie du bas vers le haut. Il hérite d'un pays en proie à l'inflation, à une envolée de la dette et à une corruption endémique. Le département d'État américain avait dans un communiqué félicité le nouveau président pour sa victoire, Raila Odinga pour avoir respecté la décision de la Cour suprême et le peuple kényan pour la conclusion d'un processus électoral pacifique. 5 civils ont été tués la nuit dernière en République démocratique du Congo par les ADF au cours d'affrontements avec l'armée. Les ADF ont pris la fuite mais ont exécuté 5 otages civils, a déclaré le porte-parole de l'armée dans la région de Beni. L'officier ajoute que l'armée a neutralisé 2 terroristes et a récupéré une arme de guerre. Lewis Tembo, président de la société civile de Bulungu, où a eu lieu l'attaque, précise que 3 civils qui ont été enlevés dans le village voisin de Mayele ont été tués à la machette, présenté par le groupe État islamique comme sa branche en Afrique centrale. Les ADF sont accusés d'être à l'origine de plusieurs attaques et enlèvements dans la région.
Les ministres africains des Finances, de l'économie et de l'environnement se sont réunis mercredi à l'hôtel Al-Massa dans la nouvelle capitale administrative égyptienne située à 45 km à l'est du Caire. Au cours de cette réunion préparatoire avec les représentants de 24 pays africains organisée à l'approche de la conférence mondiale de l'ONU sur le climat, la COP27, prévue à Sharm el-Sheikh en novembre, les ministres ont fait le point sur les urgences climatiques en Afrique. Les précisions avec Dili Diko. La ministre égyptienne de l'Environnement, Yasmine Fouad, a déclaré que la conférence des ministres vise à mettre en avant les besoins et les ambitions de l'Afrique en matière de changement climatique. L'Égypte a pour ambition de représenter l'Afrique dans les discussions climatiques à l'échelle internationale. L'Égypte devrait jouer ce rôle pour représenter le continent africain et ses besoins de manière claire et explicite. Nous ne sommes pas à l'origine de ces émissions, mais c'est nous, notre peuple et nos ressources naturelles qui sommes touchés. L'Afrique émet moins de 4% des émissions mondiales de CO2, selon l'ancien secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, qui s'exprimait cette semaine. Paradoxalement, le continent subit la majorité des conséquences du changement climatique, notamment la sécheresse et les inondations. La ministre égyptienne a appelé les pays industrialisés à agir. À ce stade, une position doit être prise au niveau de la communauté internationale pour dire que chacun doit remplir ses obligations, comme le prévoit l'accord de Paris. La promesse non tenue des pays riches de porter à 100 milliards de dollars par an en 2020 l'aide aux pays pauvres pour réduire leurs émissions et s'adapter aux impacts sera sans doute l'un des sujets contentieux de la COP27. L'une des solutions envisagées par les pays pour financer la transition écologique est de trouver des ressources via le secteur privé. Pour Mahmoud Moheldine, champion des Nations Unies pour le changement climatique et ancien ministre de l'investissement en Égypte, les problèmes découlent de la lenteur des financements. Essayer de résoudre ce problème peut durer une éternité en se plaignant du fait que le financement du climat, comme le financement du développement, est insuffisant, inefficace et coûteux, insuffisant en raison des lacunes que vous avez mentionnées, inefficace parce que, pour certains fonds, il faut 3 ou 4 ans pour libérer l'argent à partir du jour où il commence à serrer la main des ministres, et le fait qu'il soit coûteux est dû au fait que, dans de nombreux cas, les pays à économie en développement sont poussés à emprunter à un coût très élevé afin de faire face aux priorités d'adaptation. La conférence qui a débuté mercredi en Égypte doit durer 3 jours. Elle se déroule après un sommet lundi aux Pays-Bas destiné à soutenir l'Afrique face au changement climatique. Lors de ce sommet, le président en exercice de l'Union africaine et président du Sénégal, Macky Sall, avait relevé avec amertume l'absence de dirigeants des pays industrialisés à Rotterdam. L'actualité africaine au quotidien, c'est ce que vous propose VOA Afrique. Je suis Anastasie Tudièche à Kinshasa. Et on en vient à cette guerre en Ukraine. L'armée ukrainienne affirme avoir repris des territoires dans le Donbass et le sud de l'Ukraine dans le cadre d'une contre-offensive pour repousser les troupes russes, tandis que les États-Unis renouvellent leur soutien en attribuant une aide militaire de 675 millions de dollars. Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, vante des succès alliés sur le champ de bataille. Le secrétaire d'État Anthony Blinken a lui promis que les États-Unis maintiendraient leur assistance jusqu'à ce que l'agression cesse. On fait le point avec Ginny Niwa. L'armée ukrainienne confirme des avancées dans la région frontalière de la Russie, dont Kharkiv, deuxième ville du pays, qui résiste aux troupes russes depuis le début de l'invasion. Dans le Donbass, les soldats ukrainiens ont gagné 2 et 3 kilomètres aux alentours des villes, encore sous contrôle ukrainien, et repris aux Russes la localité d'Ozern. Dans le cadre de l'opération de défense visant à restaurer les territoires perdus dans la région de Kharkiv depuis le début de la semaine, les forces armées ukrainiennes, en coopération avec d'autres forces de sécurité, mènent des actions actives dans ces directions spécifiées. À l'heure actuelle, des unités militaires ukrainiennes ont pénétré à 50 km dans les lignes défensives ennemies. Des opérations de filtration sont en cours dans un certain nombre de territoires. Au cours de la conduite d'opérations actives dans la région de Kharkiv, plus de 20 territoires ont été libérés.
Lors d'une réunion avec de hauts responsables de pays alliés à la base aérienne américaine de Ramstein en Allemagne, le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a déclaré que Joe Biden a approuvé mercredi la dernière tranche d'aide militaire à Kiev d'une valeur pouvant atteindre 675 millions de dollars. Les États-Unis, premier fournisseur d'aide militaire à l'Ukraine, avaient promis en août de fournir 13,5 milliards de dollars d'armement divers. Austin a déclaré que le package comprend entre autres des obusiers, des munitions d'artillerie et des ambulances blindées. C'est la 20e fois depuis août dernier que l'administration Biden retire du matériel des stocks américains pour l'Ukraine. Le dernier envoi comprend des systèmes de lance-roquettes multiples guidés, des obusiers de 105 mm, des munitions d'artillerie, des UV, des ambulances blindées, des systèmes anti-chars, des armes légères et encore plus. Anti-tank systems, small arms and more. Antony Blinken, quant à lui, a effectué un voyage en secret à Kiev où il a rencontré le président ukrainien Volodymyr Zelensky pour discuter d'une nouvelle tranche d'aide de 2,5 milliards de dollars pour Kiev et ses voisins afin de faire face à la Russie. Blinken a promis que les États-Unis maintiendraient leur assistance jusqu'à ce que l'agression cesse et que l'Ukraine soit pleinement souveraine. Nous sommes si heureux d'avoir pu soutenir vos efforts et nous continuerons à le faire. Mais fondamentalement, et c'est l'essentiel, je pense que la raison du succès est que c'est votre patrie, pas celle de la Russie. Et c'est aussi basique que ça. Sur le terrain, jeudi, la ville de Kharkiv a de nouveau été visée par des bombardements russes dans la matinée, faisant 2 morts et 5 blessés selon le gouverneur de la région. L'armée russe assurait de son côté continuer d'infliger de lourdes pertes aux Ukrainiens. Et sur place ici aux États-Unis, la Fed doit agir fermement contre l'inflation afin d'éviter qu'elle ne soit ancrée dans l'esprit des consommateurs comme au début des années 80, ce qui rend encore plus coûteux le retour à la stabilité des prix. C'est ce que déclare ce jeudi son président, Jerome Powell. Nous devons agir fermement comme nous l'avons fait et nous devons persévérer jusqu'à ce que le travail soit terminé, a déclaré le président de la Banque centrale américaine lors de la conférence monétaire annuelle du Cato Institute. Nous pensons que nous pouvons éviter le genre de coûts sociaux très élevés que la Fed avait à l'époque dû imposer pour faire reculer l'inflation et mettre en place une longue période de stabilité des prix. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington DC sur VOA Afrique. N'allez nulle part ailleurs. L'information vous revient dans un instant. Santé, bien-être, sport, beauté, nouveauté. Carnet de santé est l'émission hebdomadaire qui vous veut du bien. Des chroniques, des reportages, des témoignages recueillis sur le continent et ailleurs. Chaque semaine, je vous donne rendez-vous pour une consultation avec nos experts. Carnet de santé vous donne la parole pour leur poser vos questions et recueillir leurs conseils. De Washington, Linor Moudou vous propose Carnet de santé, votre nouvelle émission de santé de la Voix de l'Amérique. Vous suivez chez Le Monde aujourd'hui un programme de VOA Afrique. Merci de nous rejoindre pour cette seconde partie. Nous émettons en direct de Washington, D.C. Direction le Sénégal, qui fait face aux persécutions, aux agressions et à l'ostracisme, j'y parviens. Les homosexuels n'ont guère d'alternative. Ils sont condamnés soit à vivre une vie cachée, soit une vie d'exil. Les groupes religieux réclament un durcissement de la législation qui réprime l'homosexualité, tandis que la communauté LGBTQI sénégalaise s'efface et déplore la fin du peu de tolérance dont elle jouissait jusque-là. C'est un récit de Nanit Talani. Daouda est un exilé. Ce Sénégalais de 32 ans a fui son pays il y a 8 ans. Lorsque son père a découvert son homosexualité, il a menacé de le tuer. Depuis, il se cache et n'ose pas dire où. Il voulait me tuer, en fait, il voulait me tuer parce qu'il a sorti son arme et
S'il n'y avait pas des gens à la maison, je serais mort actuellement parce que j'ai couru en sortant à la maison, j'ai rien amené, ni de papier. Les homosexuels sont nombreux à quitter le Sénégal. Ils fuient une vie de violence, d'isolement et surtout la honte qui pèse sur eux et leurs familles. Pays musulman à 95% et très pratiquant, l'homosexualité est largement considérée comme une déviance. On vit avec cette peur, on vit avec cette stigmatisation. Il y a beaucoup d'amis qui se sont suicidés au Sénégal. À seulement 20 ans, Abdou a été menacé de mort et subi l'ostracisme de sa famille. Il a été battu par des proches et a fait une tentative de suicide. Son père, divorcé de sa mère, l'a chassé du domicile. Il lui envoyait des messages où il disait qu'il lui faisait honte et qu'il ne méritait pas de vivre. Craignant pour sa vie, sa mère l'enferme dans sa chambre quand elle entend parler d'une agression contre les Gordiguen, hommes-femmes en Wolof. C'est une honte pour toute la famille. La mère, elle est pointée du doigt. On dit que son fils, c'est un PD. Il n'a pas bien géré son ménage. Par exemple, il n'a pas respecté son mari. C'est pour ça qu'il a un tel fils et tout ça. Les tensions sur cette question taboue au Sénégal sont de plus en plus fortes, marquées par une hausse des discriminations selon les organisations des droits de l'homme. L'organisation islamique Jamra accuse les gays d'envahir l'espace public. Depuis des siècles, depuis que le Sénégal est Sénégal, le phénomène LGBT a toujours été partie intégrante de notre société. Alors, mais ce qui s'est passé, c'est que depuis quelque temps, peut-être à peu près il y a une dizaine d'années, ils sont venus envahir l'espace public en posant des actes qui frisent la provocation et quelquefois même le blasphème et le sacrilège. Beaucoup ne voient pas pourquoi le Sénégal doit changer de position pour accorder plus de place aux homosexuels. Ça heurte nos croyances. Ce n'est pas parce que les Occidentaux, on n'a rien contre vous, l'ont validé que nous devons le valider. La religion musulmane, la religion chrétienne n'accepte pas l'homosexualité. Pourquoi on veut nous imposer ça? Dans son dernier rapport, Amnesty International note que dans plusieurs pays du continent, des personnes ont été harcelées, arrêtées et poursuivies en justice en raison de leur orientation sexuelle. Dans certains de ces pays, cependant, une communauté LGBT s'exprime, ce qui est impensable au Sénégal. Et comme tous les jeudis, nous consacrons une partie de ce journal à des sujets de santé. Nous accueillons Mohamedou Oumfa dans le cadre de votre chronique. Salut Mohamedou. Salut John. Alors aujourd'hui, on s'intéresse à un rapport de l'ONU qui déplore un recul de l'indice de développement humain. Oui John, pour la première fois, depuis sa création il y a plus de 30 ans, l'indice de développement humain qui prend en compte l'espérance de vie, l'éducation et le niveau de vie, a reculé 2 années de suite, en 2020 et 2021, s'inquiète le rapport du PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement. Qu'est-ce que cela signifie? On va voir les explications de Hachim Steiner, il est administrateur du PNUD. L'indice de développement humain considère la santé, le revenu par habitant et l'éducation comme 3 points de référence pour aller au-delà d'une simple évaluation économique. Cela veut dire que nous mourrons plus tôt, que nous sommes moins éduqués et que nos revenus baissent. Avec ces 3 paramètres, vous pouvez avoir une idée de pourquoi les gens commencent à être désespérés, frustrés, inquiets pour l'avenir. Voilà, le recul de l'indice de développement humain que vient de décrire l'expert est en grande partie tiré par la baisse de l'espérance de vie de plus d'1 an et demi entre 2019 et 2021 selon le rapport de l'ONU. Ce recul est quasi universel, touchant plus de 90% des pays de la planète, même si les inégalités entre les pays sont toujours flagrantes. En haut de la liste se trouvent toujours la Suisse, la Norvège et l'Islande. Et tout en bas, on a le Soudan du Sud devant le Tchad et le Niger. En fait, alors que l'indice progressait de façon continue depuis des décennies, il est revenu en 2021 à son niveau de 2016, effaçant des années de développement. Selon le rapport, en cause notamment la pandémie de Covid-19, mais aussi les catastrophes climatiques qui se multiplient et d'autres crises et conflits. Et si certains pays commencent à se remettre des impacts de la pandémie,
Beaucoup d'autres, en Amérique latine, en Afrique subsaharienne, en Asie du Sud ou dans les Caraïbes, n'ont pas eu le temps de se relever, que s'abattait déjà une nouvelle crise, la guerre en Ukraine, dont l'impact sur la sécurité alimentaire et énergétique n'a pas encore été pris en compte dans l'indice qui s'arrête, en fait, John, en 2021. Une situation difficile donc, Mouamadou, mais le rapport donne-t-il des pistes pour améliorer cette situation? Oui, John, le rapport suggère notamment de se concentrer sur 3 axes. Les investissements, notamment dans les énergies renouvelables et la préparation aux futures épidémies, l'assurance, y compris protection sociale, pour absorber les chocs et les innovations pour renforcer les capacités à faire face aux prochaines crises. Le PNUD appelle également à ne pas poursuivre la récente tendance à la baisse de l'aide au développement destinée aux pays les plus vulnérables. Ce serait une grave erreur qui réduirait nos capacités à travailler ensemble, insiste le PNUD, alors que le changement climatique, la pauvreté, la cybercriminalité, les pandémies nécessitent que nous travaillions ensemble en tant que communauté internationale. Et c'est ce que déclare le rapport publié aujourd'hui, John. Merci Mouamadou Mfar. Rendez-vous est pris pour la semaine prochaine pour une nouvelle chronique santé. Et nous poursuivons donc ce journal, un petit air de Coupe du Monde, ou plutôt un avant-goût des sensations que les Sénégalais espèrent avoir à l'issue de la Coupe du Monde de Qatar 2022. Les compatriotes de Sadio Mané découvrent le trophée de la Coupe du Monde de football qui est exposé au Grand Théâtre de Dakar dans le cadre de la tournée organisée par la FIFA. Après avoir remporté la Coupe d'Afrique en février, les supporters sénégalais estiment que l'équipe des Lions de la Teranga a toutes les chances de sortir vainqueur de la 22e édition de la Coupe du Monde au Qatar. J'ai vu la Coupe du Monde à la télé et j'ai toujours rêvé de la voir de mes propres yeux. Le trophée est très joli. Cette coupe doit revenir au Sénégal. Le Sénégal doit être champion du monde, a déclaré Boy, un supporter suivant d'ailleurs à Lune Ngom, un autre supporter. D'y aller au Qatar, gagner pour la première fois, un pays africain peut gagner la Coupe du Monde. Et cette fois-ci, nous souhaitons qu'il sera la bonne. Au mois de décembre, on gagne le trophée. On peut le gagner. En tout cas, nous souhaitons bonne chance à tous les pays africains qui participeront à cette coupe. Le Monde aujourd'hui, fin de cette édition. Au nom de toute l'équipe, je vous dis merci de l'avoir suivi. Demain est un autre jour. Passez une excellente soirée. Écoutez la VOA en Wolof au Sénégal sur FM 102, notre fréquence à Dakar, et Josan FM 105.8, notre station partenaire à Toubatoul. Au menu, des émissions spéciales produites par les étudiants des 3 meilleures écoles de journalisme de Dakar. Chaque jour, chaque heure, Voix des jeunes, par les jeunes et pour les jeunes, traite des faits de société, allant du chômage à la prostitution, en passant par la jalousie au sein des familles. Les mercredis, samedis et dimanches, à partir de 9h heure locale dans Pentio, nos journalistes en herbe vous donnent rendez-vous sous l'arbre à palabres pour une demi-heure de débat sur les questions brûlantes de l'heure. La VOA en Wolof, une autre facette de l'actualité au Sénégal, vue par les jeunes journalistes sénégalais. Salut Jenny. Salut Roger. Dans Vous et Nous, on parle de sujets qui vous parlent. Dans Vous et Nous, Africains et Américains se racontent et se rencontrent. Les dernières tendances mode, mais aussi les gadgets indispensables. Les avancées technologiques, l'entrepreneuriat de jeunes, un pont entre l'Afrique et le Nouveau Monde pour diffuser nos cultures. Et les bons petits plats. Yum yum, une bonne ambiance avec nos invités. L'émission explore les réussites, les ambitions et les aspirations africaines. Elle montre une Amérique loin des clichés à taille humaine. Vous et nous. C'est vous. C'est nous. C'est vous et nous.